Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre numéro 5 du cours de prise de parole en public. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer les questions pour répondre à l'auditoire. Une chose est de prendre la parole en public en faisant un discours. Une chose est de pouvoir répondre et dialoguer avec votre public. Comme vous le savez, vous êtes un émetteur, vous avez livré un message en utilisant un canal verbal et vous vous êtes adressé à des récepteurs. Ces récepteurs doivent pouvoir réagir. Et c'est la communication, donc ce feedback, vous en avez besoin. Donc souvent, le temps que nous mettons pour préparer notre prise de parole, on ne met pas assez de temps pour, disons, préparer les questions. Et ça, c'est un problème. Vous devez prendre autant de temps pour préparer, répéter votre discours et prendre autant de temps pour voir quel type de questions le public peut vous poser. Alors, l'importance de poser les bonnes questions, ça permet de bien structurer votre discours, votre entrevue. Ça permet aussi d'instaurer une dynamique intéressante entre intervieweur et interviewé. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, quand vous êtes un journaliste et que vous devez poser des questions, il faut savoir comment préparer les questions, quel type de questions vous devez pouvoir poser. Si vous n'êtes pas un journaliste dans d'autres domaines sur le plan professionnel, vous êtes tenu de savoir comment on pose ces questions. Donc, l'importance de poser des questions permet d'aller chercher les informations les plus pertinentes. Ça évite aussi l'improvisation. Quand vous préparez des questions, ça évite l'improvisation. Ça dénote aussi un sens de professionnalisme. Et ça, c'est très important. Quels sont les types de questions que vous pouvez poser? Il y a ce qu'on appelle les questions ouvertes, les questions fermées, les questions alternatives, les questions à choix multiples, ce n'est pas question pour un champion, questions directes, les questions indirectes et les questions projectives. On va démarrer avec les questions ouvertes. Par exemple, les questions ouvertes, ce sont des questions exploratoires. Elles sont habituellement utilisées au début d'un échange, par exemple, pour briser la glace. Ça sert à briser la glace et aussi ça sert aussi quand vous venez de finir votre discours à démarrer, donner le ton pour l'ouverture des questions. Alors, exemple, racontez-moi ce que vous faites habituellement ou bien comment vous voyez ce problème. Ça, c'est une question ouverte, elle n'est pas fermée. Donc, c'est une question, ce type de question est exploratoire. Les questions fermées, par exemple, quand je dis avez-vous vu ce film? Travaillez-vous le week-end ou bien les week-ends? Vous voyez, ces questions fermées demandent une réponse précise qui serve à vérifier une information. Alors, les questions alternatives maintenant vont saisir la tendance principale. Elles orientent vers le choix restreint. Ça, c'est les questions alternatives. Quand je dis pensez-vous utiliser la méthode X ou la méthode Y? C'est une question alternative. Un autre exemple de question alternative. Préférez-vous licencier du personnel ou réduire les heures de travail? Voilà une autre question alternative. Donc, elles orientent vers un choix qui est restreint. Alors, maintenant, les questions à choix multiples, elles fixent la réflexion sur un terrain déterminé à l'avance et permettent de, de vérifier des hypothèses. Alors, attention, ici, il ne s'agit pas du QCM, comme on dit. Ces questions à choix multiples que j'utilise dans le cours ou les autres professeurs utilisent dans le cours, ces questions-là sont des questions qui sont plutôt liées à la compréhension. Quand je dis d'après vous, quelles sont les causes du manque de communication? Est-ce l'aménagement des locaux, les horaires de travail ou l'absence de réunion? Vous voyez, ça, c'est une question à choix multiple
que je ne peux pas utiliser dans les questions de cours. Mais ça fixe la réflexion sur un terrain déterminé à l'avance et ça permet de vérifier des hypothèses. Les questions directes, elles exigent une réponse immédiate sans possibilité de fuite et obligent à prendre position. Aimez-vous la lecture? Quand je dis aimez-vous la lecture, la réponse doit être immédiate. Il ne faut pas se... C'est oui ou non? Engageriez-vous un étudiant qui admet avoir de la difficulté à écrire? C'est oui ou non? C'est pas oui mais non. Ça exige une réponse immédiate sans possibilité de fuir et oblige à prendre une position. Les questions indirectes permettent de poser le problème sur un plan plus général. Le but de la question n'est pas directement perçu. Si vous avez, par exemple, si je dis, si vous avez un moment de libre durant la journée, que faites-vous? Ou bien vos collègues autour de vous sont-ils satisfaits de l'ambiance de travail? Ça, c'est très intéressant comme question. Ça, c'est une question indirecte qui pose un problème sur un plan plus général. Le but de la question n'est pas directement bien perçu. Alors, OK? Il y a les questions projectives qui permettent d'explorer des impressions, des sentiments, de se projeter dans l'imaginaire. Si vous avez une année sabbatique, que feriez-vous? Ça, c'est une question projective. Si vous étiez directeur du personnel, comment agiriez-vous? Voilà des questions, une autre forme de question projective qui permet d'explorer des impressions, des sentiments, de se projeter dans l'imaginaire. Alors, vous voyez un peu, voilà, pour les différents types de questions qu'on vient de voir, les questions ouvertes, les questions fermées, les questions alternatives, les questions à choix multiples, les questions directes, les questions indirectes et les questions projectives. Maintenant, on va voir la formulation, les différents types de formulation. Qu'est-ce que c'est qu'une formulation? C'est une intervention qui redit d'une manière plus concise ou plus explicite ce qui vient d'être exprimé. Quand on vous donne, quelqu'un vient de parler et que vous avez compris, vous pouvez faire cet exercice de reformuler ce qu'il vient de dire pour voir si vous avez bien compris. Alors, nous en proposons 5 selon une typologie qui est proposée par André Guité, l'entretien technique et pratique. Alors, il y a la formulation écho. La reformulation écho reprend le mot-clé de l'intervention et souligne un mot accentué au niveau du sens ou du ton. Cette reformulation écho cherche à cerner la signification de cette expression. Alors, exemple, je n'avais jamais rencontré une telle résistance. Et la question qui suit après, jamais. Parce qu'il faut voir dans chaque phrase quels sont les mots-clés. Je vous en avais parlé dans le chapitre 3, les mots-clés. C'est très, très important. Alors, il y a aussi la reformulation reflet. Cette reformulation reflet répète en termes identiques ou équivalents des idées qui viennent d'être émises de sorte que l'interlocuteur puisse se reconnaître. Ça vous permet de vérifier l'information et d'établir qu'on s'est bien compris. Ainsi, selon vous, voilà, si je dis ainsi selon vous, un autre peut dire vous voulez dire que. Voilà. Alors donc, ça c'est la reformulation reflet. C'est comme si vous aviez un miroir devant vous et qui vous reflète votre image, mais d'une autre façon. Alors, il y a aussi la reformulation inversée, troisième type de reformulation inversée. Et cette reformulation inversée relève l'implicite d'une situation. Ça permet à l'interviewé de voir la question sous un autre angle. Par exemple, interviewé qui dit
Je pense que j'étais le seul de l'équipe qui avait autant de difficultés. Vous qui interviewez, vous pouvez lui dire, à votre avis, tous les autres se sont adaptés facilement? Vous voyez, comme question, hein? Donc, c'est la reformulation inversée. Il y a aussi la reformulation clarification. Et cette forme de, reformulation clarification rassemble des éléments qui sont éparpillés du discours dans une même proposition. Quand je dis, si je vous comprends bien, votre séjour à l'étranger a tout de même comporté plus d'inconvénients que d'avantages. Alors, donc, cette reformulation clarification vaut mieux, disons, vous permet de mieux proposer ce type de reformulation à votre interlocuteur, sinon, il pourrait se braquer. Il y a aussi la reformulation déductive ou inductive, une reformulation qui consiste à poursuivre ce que l'autre dit pour l'aider à préciser sa position. Quand je dis, vous me dites être revenu au pays 6 mois plus tôt que prévu. Moi, je peux rajouter, c'est donc que vous avez eu de la difficulté à vous adapter. Si la personne n'est pas d'accord avec vos conclusions, la personne interrogée réagira et votre hypothèse sera infirmée ou confirmée. Donc, vous voyez. Donc, la reformulation, ces types de reformulation sont très, très importants à pouvoir utiliser. Donc, je reviens. Il y a la reformulation écho, la reformulation reflet, la reformulation inversée, la reformulation clarification, la reformulation déductive ou inductive. Alors, quelles sont les étapes pour mener un entretien efficace? C'est d'abord, premièrement, la préparation. Se fixer des objectifs réalistes, évaluer le potentiel de votre interlocuteur ou de votre public, ce qu'il peut vous apporter, ses motivations à participer, adapter vos questions en fonction de ce que vous savez de ses expériences, de ses antécédents. Imaginez et décrire plusieurs scénarios de discussion. Vous savez, un entretien, une interview, ça se prépare. Et donc, vous voulez poser des questions à quelqu'un, il faut le connaître. Qu'est-ce qu'il va apporter au public? Quelles sont ses motivations? Dans la préparation, il faut clarifier, expliciter les buts de l'entretien. Fixer clairement les objectifs, revoir la présentation, définir clairement les thèmes à traiter, identifier, rassembler toutes les données sur la question à traiter. Vous voulez poser des questions à quelqu'un, un ministre, il faut avoir des données sur lui, sur ce qu'il fait, sur son actualité. Hein? Alors, la préparation, donc, c'est toujours se fixer des objectifs. Il y a aussi l'accueil. Quand vous devez poser des questions à quelqu'un, il faut instaurer un bon climat dès le départ. Il faut rassurer votre interlocuteur. Maintenir un contact visuel, c'est très très important de maintenir ce contact visuel avec son interlocuteur. Repérer des signes non verbaux de son interlocuteur, son agacement, son ennui, son accord, son refus. Donc, il faut le regarder. Mettre son interlocuteur à l'aise. Présenter clairement, quitte à se répéter. C'est ça qui est très important dans un entretien. OK? Alors, très très important de mettre à l'aise son interlocuteur et c'est très important. Dans l'entrevue, poser des questions concrètes, neutres, des questions claires, facilitantes. Varier les types de questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvertes, fermées, directes, indirectes, projectives ou alternatives. Varier les types de reformulation aussi, écho, reflet, inversé, clarification, déductive, parce que rappeler si nécessaire les enjeux, le but de l'entrevue et ce, enfin, de recentrer, disons, la discussion et exploiter s'il y a lieu les dérives, les digressions. Voilà.
il faut s'appuyer aussi sur le non-verbal. Très, très important.